notre journaliste. C'est avec un très grand plaisir que je vous dis le bienvenu aujourd'hui dans notre conférence à Strasbourg. En fait, malheureusement, on ne peut pas ouvrir les portes du Parlement à Strasbourg pour des visiteurs, pour avoir une petite conférence en présentiel, mais on est contente quand même qu'on peut faire cette conférence comme ground game, en fait, via Zoom. Je remercie beaucoup notre team, bien sûr, Madame Rosa Migueles, qui a fait réaliser tout ça avec le collègue Evangelos et les autres collègues. Mais mon plus grand merci va au député, Monsieur López Aguilar, qui a donné son, qui a donné son accord d'être ici parmi nous ce soir et qui est en chef de commission du Parlement européen. C'est une très grande honneur que vous êtes parmi nous. Vous êtes chef en plus d'une commission très difficile des libertés publiques. Et en fait, je sais que c'est pas facile de trouver un moment de se libérer. Alors, je suis encore plus gré que vous nous donnez ce plaisir d'être parmi nous. D'autre part, il y a Monsieur Alex Taylor. Il est écrivain, professeur et journaliste qui a renoncé à sa nationalité britannique après le Brexit pour mieux montrer son rattachement à la cause européenne. Et c'est Monsieur Alex Taylor qui est très connu aussi parmi les gens qui connaissent Arte et qui connaissent un peu le journalisme ici, de nous, autrement que moi, être beaucoup plus professionnel et de nous conduire dans cette soirée. Alors, je laisse la parole tout de suite à Alex Taylor. Et je remercie encore une fois Monsieur López Aguilar, que c'est un grand honneur pour nous. Et je vous donne la parole, Alex, pour continuer cette réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Et merci à tous ceux qui ont organisé ce débat que nous allons faire pendant 1 heure. Juste un mot avant qu'on commence. Si vous nous regardez, vous voulez poser des questions, je suis très preneur parce que c'est interactif. Alors, soit vous pouvez lever la main, comme on peut faire dans ces réunions Zoom, ou sinon, vous pouvez mettre des questions dans le chat et je ferai en sorte qu'on pose vos questions. Alors, Seigneur López Aguilar, merci d'être avec nous. Nous allons parler principalement aujourd'hui de l'immigration et du racisme, c'est notre thème. Mais vous êtes aussi très impliqué dans une actualité brûlante. C'est le Covid et les passes avec lesquels nous allons pouvoir voyager, j'espère, cet été en Europe. On peut peut-être commencer là-dessus parce que c'est très actuel. Aujourd'hui, cela a été décidé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été décidé? Est-ce qu'on va pouvoir voyager au sein de notre Union européenne? D'abord, je vous remercie de cette opportunité. J'espère tout simplement de vous être d'utilité. Je vous parle du Parlement européen. Je préside la commission de l'IB, la commission des libertés publiques, justice et des affaires de l'intérieur. C'est la commission responsable de la politique d'immigration, de la législation d'immigration, de la politique d'asile et de la législation d'asile. Et on l'a fait depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on a mis en œuvre ce qu'on appelle les paquets migration et les paquets d'asile. Et on essaie de renouveler ces paquets d'immigration et paquets d'asile depuis les coordonnées qui ont été établies par l'Assemblée générale des Nations unies, ce qu'on appelle le Migration Pact, Migration Compact et Asylum Compact. Mais je vis surtout deux problèmes. Il y a un problème d'inéquité, de surcharge de ces États membres de l'Union européenne qui ont des frontières extérieures penchant sur la mer, sur la Méditerranée, mais c'est aussi sur la mer Atlantique, que c'est en fait la route la plus périlleuse, la plus dangereuse et la plus mortelle d'immigration vers l'Union européenne. Je suis canadien moi-même et je vous parle de la route canadienne à l'Union européenne, c'est vraiment dangereux.
Et le deuxième problème, c'est le manque de solidarité contraignant, le manque de solidarité effective. Par conséquent, le manque de fidélité au mandat de solidarité qui a été établi par le traité de Lisbonne. Et c'est un problème vraiment, vraiment critique. Mais je dirais que derrière de tout ça, derrière de tous ces paysages-là, il y a les problèmes, les regards négatifs à l'envers de la migration et de l'asile. Et ces regards négatifs, à mon avis, c'est une erreur majuscule, c'est une erreur stratégique. Et à mon avis, c'est une forme de faiblesse qui a, en quelque façon, nourri la croissance des attitudes xénophobes qui ont été exploitées du point de vue politique pour des plateformes d'extrême droite, des plateformes qui, à mon avis, penchent sur la délégation de l'idéal européen dans tous ces domaines stratégiques qui étaient pour longtemps les domaines des États membres souverains de l'Union européenne, mais que depuis l'entrée du traité de Lisbonne de la Charte des droits fondamentaux est devenu un domaine d'action nettement européen et compétence par conséquent de l'action législative du Parlement européen. Vous avez parlé effectivement de la situation à Ceuta, dans l'enclave espagnole de Ceuta et aussi dans les Canaries. Vous êtes né vous-même, je crois, aux Canaries. Est-ce que vous pouvez nous dire votre vision de ce qui se passe, pourquoi cela se passe en ce moment, qu'est-ce qui se passe et que peut être la réponse à la fois de l'Union européenne et la réponse espagnole par rapport à ce problème bien actuel et spécifique? Je crois que la dynamique est très graphique dans l'expression d'un état des choses qui est complètement insoutenable et tout à fait insatisfaisant. Et la séquence, c'est telle que, par un certain ordre, on a eu la Grèce, les Chypre, la Malte, l'Italie, maintenant l'Espagne, qui ont eu le sentiment d'être laissés et abandonnés à ces capacités de réponse individuelle, en situation peut-être un défi qui est de portée nettement européen. Alors, je crois que chaque fois que cette situation est arrivée, il y a une occasion pour rappeler encore une fois aux besoins de la solidarité européenne et de la réponse européenne. C'est la seule façon de répondre, d'une façon qui soit à la fois efficace, qui accomplit les droits humanitaires, qui est une source de droits européens, les droits internationaux humanitaires, et qui soit en soi-même européen. Et je crois que c'est tout à fait évident que l'Espagne a fait un effort pour des années pour déployer des capacités de réponse sur les charges de son propre ressources, y compris sauvetage sur les mers, qui est une ressource publique, Salvamento Marítimo, la Guardia Civil del Mar, la garde des mers. C'est aussi vrai que l'Espagne a mis en œuvre une procédure qu'on appelle en espagnol dérivation, qui serait en quelque façon la réplique des mécanismes de relogement à niveau européen, mais qui est complètement insuffisant pour donner raison et gérer la dimension entière des défis. Je crois que le grand défi encore achevé, c'est d'établir un mécanisme, un cadre européen de sauvetage sur les mers, Search and Rescue européen, un cadre européen de désembarquement dans des ports sûrs, Safe Disembarkment, un cadre européen de solidarité en mouvement, c'est la solidarité de relogement obligatoire ou contraignant, et un cadre européen de lutte
contre les trafics illicites sur les pays d'origine, les pays de transit, mais aussi sur les pays de destination, y compris les pays qui sont étant membres de l'Union européenne. Quels sont les obstacles, parce que vous parlez de ce besoin de solidarité, on le sent, mais les obstacles, c'est quoi? C'est des attitudes des différents pays qui sont plus au nord, qui ne sont pas affrontés à leurs propres frontières avec ces crises actuelles, ou ce sont des problèmes de finances? Où sont les entraves, les obstacles à cette solidarité que vous appelez de vos voeux? Je crois que l'obstacle principal, c'est un obstacle de compréhension de la réalité. Je dirais même de la réalité. Je dirais que derrière de l'approche négationniste au fait de la migration et aux demandes d'asile, il y a un manque de compréhension de la réalité. Parfois, il semble qu'il y a des pays, des États membres de l'Union européenne, qui auraient l'idée qu'il y aurait vraiment le choix de que la migration n'existait pas et que les demandes d'asile n'existaient pas. C'est absurde. La migration a toujours existé. Et dans un monde inégal, dont il y a tellement de conflits, c'est impossible de l'aspiration à un monde dont il y a zéro demande d'asile. La seule façon d'approcher ces défis est d'agir ensemble et de construire une réponse ensemble. Alors, le deuxième problème, c'est évidemment le manque de solidarité. Ça veut dire la translation pratique, la projection pratique de ces manques de compréhension. Dans la mesure dont il y a des États membres, surtout au nord ou à l'est, qui pensent que ce qui arrive à la côte nord de la mer Méditerranée, provenant de la côte sud, ça veut dire du continent africain, pose un défi surtout pour ces pays qui ont ces frontières extérieures. Et ce serait leur responsabilité exclusive de faire face à la dimension de ces frontières extérieures et en ignorant que c'est une frontière depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, depuis le partage des responsabilités qui a été établi par le traité de Lisbonne, ces frontières, c'est pas plus les frontières exclusives de ces pays-là, c'est la frontière de l'Union européenne. Alors, on demande une réponse européenne tout entière. Alors, il manque de compréhension et derrière la manque de réponses politiques dont on a besoin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ambiguïté qui est dans le projet européen? Parce qu'à la fois, on dit que l'Europe doit protéger ses frontières de l'Union européenne avec Frontex à l'extérieur, mais en même temps, on dit au pays, c'est vous qui avez la responsabilité quand même de vos propres frontières, vous pouvez les fermer aussi, on l'a vu avec le Covid. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté qui fait qu'on ne sait pas trop, nous qui regardons et qui sommes dans l'Europe, si c'est vraiment chaque pays qui est autonome ou si c'est l'Europe. Est-ce que ce n'est pas cette ambiguïté qui crée les problèmes de solidarité dont vous parlez? Ce que vous appelez ambiguïté, c'est une conséquence de la Constitution européenne et des processus européens, parce que l'Union européenne n'a pas dissolu les États. Les États, ils continuent à exister. Ils sont là, ils sont toujours là, mais il faut comprendre qu'il y a des compétences qui ont été des compétences de souveraineté étatique pour des siècles, qui ne sont pas plus compétences exclusivement nationales ou des États membres. Ce sont compétences partagées par une structure supranationale qui est établie et limitée par les droits européens. Et il y a telle chose, ça existe, les droits européens. Alors, il y a un droit européen, il y a un droit international, bien sûr, et le droit international, c'est une source de droit européen. Et bien sûr, la protection et la gérance des frontières, c'est un principe général de la dimension étatique dans la communauté internationale. Mais ces compétences est devenue une compétence partagée
depuis qu'on a créé ce qu'on appelle l'espace de liberté, justice et sécurité, qui est réglé par la libre circulation sans frontières intérieures dans un espace commun qu'on appelle l'espace Schengen et la gérance intérêt partagée des frontières extérieures de l'Union européenne. Et ça veut dire qu'il faut comprendre que quand il y a une actuation de sauvetage sur la mer qui était gérée par les sauvetages maritimes espagnols, qui amène des eaux internationales aux îles Canaries, un certain contingent de gens qui ont été sauvés de la mort sur la mer, une fois que ces gens ont mis pied sur une île Canaries, ils sont devenus une question européenne. C'est absurde d'y prendre, c'est absurde d'imaginer qu'ils sont devenus la responsabilité de l'île concrète sur laquelle ils ont mis les pieds. C'était ridicule. C'est impossible d'y croire que ces gens qui ont été sauvés sur la mer sont la responsabilité de l'île del Hierro. C'est la responsabilité des Canaries elles-mêmes. C'est la responsabilité de l'Espagne tout seul. Une fois qu'ils sont sur les sols européens, ils sont devenus une question européenne. Oui, mais je vous pose une question, je joue l'avocat du diable, mais comme vous êtes espagnol, vous êtes originaire de ces îles vous-même. Est-ce que l'Espagne n'a pas cherché ce problème avec ces problèmes récemment avec le Front Polisario, avec Rabat? Est-ce que l'Espagne n'a pas quelque part causé, engendré ses propres problèmes? Je vous pose la question parce que le reste de l'Europe peut vous répondre, bah, c'est aux Espagnols de gérer ça parce que l'antagonisme qui a provoqué ces débordements récents, c'est à cause de la politique espagnole. Je ne crois pas, personne n'est coupable d'avoir des violations. Et l'Espagne arrive d'être le seul pays de l'Union européenne qui a des frontières extérieures terrestres avec le continent africain. Ils sont devenus frontières extérieures de l'Union européenne tout entière, Ceuta et Melilla. Ils sont des frontières extérieures terrestres sur le continent africain. Et je ne crois pas que l'Espagne est coupable de soutenir les résolutions des Nations Unies pour ce qui concerne la dispute en droit international sur le territoire du Sahara. Je crois qu'il y a bien sûr une marge de manœuvre pour la diplomatie pour gérer la prétention inéquivoque. C'est absolument évident de la partie du Maroc de tenir ferme les principes de souveraineté sur cette portion de territoire qui est le territoire du Sahara occidental. Mais en tout cas, c'est aussi vrai qu'il y a un processus qui doit être géré par la communauté internationale, par l'expression légitime de la communauté internationale, que c'est l'Assemblée générale des Nations unies, des résolutions des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies, et il doit faire évoluer une certaine architecture de sûreté juridique sur ces questions-là. Je crois que l'Espagne n'est pas coupable d'avoir un voisin inévitable, un voisin inexorable. Au contraire, on a essayé, je crois que solidement, d'établir un rapport bilatéral basé sur les principes de respect mutuel et de confiabilité mutuelle. Mais il faut aussi tenir compte qu'on ne peut pas exercer une pression illégitime ou étrange aux pratiques des droits internationaux pour obtenir un certain effet politique bilatéral sur un État membre de l'Union européenne qui est lié par les droits européens et lié par les droits internationaux aussi. Et ça arrive d'être le cas de l'Espagne. Señor López Aguilar, qui dit frontières, dit force de contrôle de ces frontières. On avait cru, avec la grande crise migratoire en 2015, que Frontex jouerait un rôle beaucoup plus important. Où est-ce qu'on en est par rapport aux responsabilités et à la puissance d'agir de Frontex en ce moment?
Wow, on a fait des tours des parlements européens pour adapter Frontex aux ambitions accrues de l'Union européenne. Frontex, c'est à mon avis l'exemple le plus graphique d'une crise de croissance. J'étais moi-même ministre de justice de l'Espagne quand Frontex n'existait pas au début de ce siècle XXIe. On a fait des tout pour mettre Frontex en œuvre. Et il y a un premier règlement de Frontex et un chapitre budgétaire européen pour soutenir les actions de Frontex et les opérations de Frontex. Mais dans son période de temps très étroite, Frontex a beaucoup cru et il est devenu l'agence la plus géantique de l'Union européenne. L'idée, c'est qu'il doit déployer 10 000 agents et au moins un contingent de 40 officiels spécialisés dans l'accomplissement des droits fondamentaux, dans les mandats des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, la synthèse, c'est que le Parlement européen a soutenu Frontex, bien sûr, mais le Parlement européen est très soucieux que Frontex ne soit pas dépassé par leur propre crise de croissance, qui peut vraiment gérer avec un métabolisme adéquat la confiance que le Parlement européen, avec les nouveaux règlements de Frontex et les allocations budgétaires qui ont été mises à la disposition de Frontex, soient parifiées par un engagement très efficace dans la coopération dans la gérance de la frontière extérieure de l'Union européenne avec des États membres dont ils ont besoin de l'engagement de Frontex et en montant l'accomplissement des droits européens et particulièrement de la Charte européenne des droits fondamentaux. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, je vous entendais parler du droit d'asile tout à l'heure, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mieux revoir les critères d'immigration en Europe parce que les critères bougent. Certains pays, c'était le cas avec l'Allemagne, a des besoins démographiques d'avoir de la main-d'œuvre. On a vu avec la crise en 2015. Est-ce qu'on a bien changé les critères pour les candidats à l'immigration de pays tiers qui veulent entrer en Europe? Parce qu'évidemment, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le droit d'asile, ça doit exister, c'est notre fierté européenne. Mais sur le besoin de main-d'œuvre, est-ce que les critères ont bougé depuis 2015 et est-ce qu'il faut que ces critères bougent à nouveau? Du point de vue théorique, c'est tout à fait évident que la mélange entre migration et asile est en même temps préjudicielle et inévitable. La pratique mélange continuellement deux sphères d'action qui sont différentes dans le point de vue des droits. La migration, c'est une politique. L'asile, c'est un droit qui est réglé par les droits internationaux, la Convention de Genève 1951 et le protocole de New York 1968. Tandis que la migration, c'est surtout une politique qui est partagée par l'Union européenne, par les États membres, qui est réglée aussi par des instruments législatifs, ce qu'on appelle les paquets migratoires, y compris la directive de retour, les instruments embryonnaires pour établir des voies régulières ou légales d'entrée en Europe, Blue Card, Single Permit, Seasonal Workers, Posted Workers. Ce n'est pas facile en pratique d'établir la différence parce que dans les contingents de migrants, y compris les migrants irréguliers, qui cherchent l'opportunité d'entrer dans le territoire européen dans l'espoir d'améliorer leur situation vitale,
il y a toujours un pourcentage qui invoque les droits d'asile pour des raisons d'opportunité, pour des raisons de leverage, d'améliorer la possibilité d'être reçu et protégé. Alors, faire la différence entre les migrants et les demandeurs d'asile, c'est toujours un défi constant sur la frontière. Et je crois que ça c'est l'un des objectifs principaux de ce qu'on appelle New Pact on Migration and Asylum. Établir une procédure en frontière plus efficace. Établir un screening, on l'appelle un screening, un examen préliminaire dans la frontière extérieure plus efficace. Mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus efficace? Parce que c'est très difficile avec beaucoup de personnes qui arrivent et c'est difficile de déterminer qui a droit à ces droits. Il faudra faire des investissements massifs, même technologiques. Il y a un système, ce qu'on appelle dans les jargons européens, dans les langages européens, interoperability, pour assurer que tous les bases de données qui ont été gérées par les États membres soient interopérables entre eux, pour identifier chaque individu, chaque être humain dans la frontière, c'est-à-dire d'une façon certaine, et pour transférer ces données d'identification biométrique à tous les États membres sur une base de données interopérable. Alors, chercher des données dans certaine efficacité à l'identification préliminaire, ceux qui vraiment sont éligibles à la protection internationale, voire protection humanitaire, de ceux qui ont essayé l'opportunité d'améliorer leur vie pour des raisons économiques, des migrants, de migration économique. C'est une question réelle, mais pas facile. Pas facile. Mais en tout cas, je dois ajouter que comme président de la commission Libé, comme juriste et comme socialiste européen, je suis convaincu qu'il faut les faire d'une façon qui soit compatible avec la dignité humaine, avec les droits fondamentaux de chaque individu, y compris ceux qui ont essayé d'entrer irrégulièrement dans l'Union européenne, qui ne sont pas éligibles pour la protection humanitaire ou qui doivent, en quelque façon, éventuellement, être retournés d'une façon ou de l'autre. Toujours en compatibilité avec les droits fondamentaux, avec la dignité humaine. Et je crois que ça, c'est une question qui relève d'une dimension vraiment, genuinement européenne. Señor López Aguilar, j'aimerais bien vous poser la question parce qu'on parle d'immigration, mais j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur l'immigration au sein des différents pays de l'Europe. La libre circulation des personnes, c'est un des principes. J'en ai profité moi-même. J'ai un accent britannique, mais je vis en France. Je suis devenu français. Je suis profondément européen, comme beaucoup d'Européens. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de responsables politiques. Par exemple, Michel Barnier dit récemment qu'il faudrait peut-être stopper, dans une certaine mesure, cette libre circulation des personnes au sein de l'Europe. Est-ce que la crise migratoire, est-ce que la crise du Covid ont peut-être changé notre attitude sur la libre circulation, le fait de pouvoir aller vivre, prendre sa retraite, étudier, travailler partout en Europe comme on veut? Est-ce que ça, l'une des libertés fondamentales du marché unique, est-ce que c'est menacé? Bien sûr, on est extrêmement associé et sensible à la question que vous venez d'évoquer. Au début de la crise de Covid, il y a eu une émergence et une succession de mesures humanitaires qui ont été imposées par les États membres, parfois en contradiction avec la législation européenne en vigueur, y compris
European Schengen Code, Schengen Borders Code, que c'est un règlement européen. Je suis personnellement convaincu, je le dis toujours, que les droits fondamentaux de la libre circulation, c'est les droits fondamentaux plus appréciés des citoyens européens et des citoyennes européennes. Les plus appréciés à lointain. Plus encore que d'autres droits fondamentaux qui sont extrêmement relevants pour la dimension politique de l'Union européenne, y compris les droits de participation. Je vois que c'est tout à fait clair que le droit de libre circulation a été pas seulement blessé, il a été suspendu, il a été questionné, il a été défié par ces situations qui relèvent de ce qu'on appelait la lutte contre le Covid. Et alors, le Parlement européen, d'une façon systématique, a rappelé à la Commission européenne leur devoir de rétablir un fully operational Schengen, de rétablir la libre circulation des personnes qui a été blessée par tous ces messieurs. On a essayé de faire quelque chose pareil avec l'idée de ce qu'on appelait les certificats Covid pour la circulation. C'est un instrument homogène, unitaire, valide sur tous les États membres. C'est un règlement européen, alors c'est une loi européenne, justement pour relancer la fiabilité et la confiance mutuelle des États membres dans les valeurs de la libre circulation qui a été extrêmement blessée. Mais en tout cas, c'est aussi vrai que sans libre circulation, à mon avis, il n'y a pas plus l'Europe, il n'y a pas plus d'Union européenne. Sans libre circulation, il ne reste rien de l'Union européenne, à mon avis. Il ne reste rien de l'Union européenne. Je crois que c'est très facile, surtout pour la génération plus jeune de l'Union européenne, de se demander qu'est-ce qu'il y a de l'Union européenne s'il y a plus de libre circulation. Alors, la libre circulation, c'est une question pas seulement symbolique, c'est une question politique, mais aussi sociale et économique. Parce que, à la fin de l'histoire, c'est aussi vrai que sans libre circulation, il n'y aura pas de récupération sociale et économique croyable. C'est un réquisite essentiel pour les relances de la libre circulation, les relances sociales et économiques, les rétablissements, plutôt que possible, de la libre circulation des personnes. Alors c'est effectivement, je vous entends, c'est l'une des tragédies du Brexit. Moi, en tant que Britannique, j'ai pu faire ma vie. J'ai vécu à Berlin, à Paris, à cause de cette libre circulation. Et les jeunes Britanniques qui avaient voté à 80% pour rester dans l'Union européenne sont privés de ce droit de venir étudier. Ils ne sont plus dans Erasmus ou de vivre ou de s'installer dans d'autres cultures. Donc, je comprends très bien ce que… C'est tout à fait évident. Je vois que c'est un grand malheur que le Brexit, c'est histoire maintenant. C'est histoire maintenant. Mais en tout cas, c'était un grand malheur que le Brexit s'est complété. Et c'est tout à fait évident que le Brexit a causé à l'intérieur de la société britannique un déchirement très douloureux du point de vue territorial, du point de vue social, mais aussi du point de vue générationnel. Parce que la génération plus jeune a été, à mon avis, mutilée de leur identité européenne, de citoyenneté européenne et des droits tellement précieux comme la libre circulation qui a été coupée pour une génération tout entière de Britanniques. Et puis, effectivement, vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'Espagnol, parce que la libre circulation des personnes, on n'a pas dit aux Britanniques, par exemple, ce que c'était avec le Brexit, qu'il y a beaucoup de Britanniques qui sont venus s'installer en Espagne, et ça fait partie de la libre circulation. Et tout d'un coup, ils pensaient que c'était un droit qui n'avait rien à voir avec l'Union européenne, parce qu'on ne leur a pas dit que la libre circulation, ça marchait dans les deux sens. Il y a 30 000 ressortissants britanniques aux îles Canaries qui ont été extrêmement soucieux de leur destin après le Brexit, bien sûr. Ça, c'est une considération principale. Et beaucoup d'entre eux n'ont même pas pu voter. Moi, je n'avais pas le droit de vote parce que les Britanniques
depuis plus de 15 ans dans l'Union européenne, étaient privés de vote dans ce référendum. Enfin bref, Désolé. le temps passe, il nous reste 20 minutes. Nous devons parler aujourd'hui d'immigration, mais aussi de racisme. Les deux thèmes sont très liés. J'aimerais bien, juste parce que c'est un thème qui vous intéresse beaucoup, le racisme va jusqu'où pour vous? Le racisme, ce sont des questions qui touchent différentes ethnies ou différentes populations, ou est-ce que ça touche aussi les questions LGBT, par exemple? Quelle est votre définition du racisme? Dans le Parlement européen, on a occupé beaucoup de temps à discuter l'émergence des attitudes réactionnaires qui sont à l'avis de la majorité pro-européenne du Parlement européen, profondément contraires à l'esprit européen, aux valeurs communes, à nature constitutionnelle de l'Union européenne, y compris l'intégration de la diversité, le respect des pluralismes, la protection des minorités et bien sûr la protection des droits fondamentaux individuels, de l'égale dignité de toutes les personnes, indifféremment de tous les critères interdits de discrimination qui ont été référés dans la rédaction des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris, bien sûr, la prohibition de discrimination sur la raison de race, mais aussi d'appartenance à minorité culturelle, linguistique, religieuse, des croyants, de croissance, de matière de foi, quelles que soient les raisons. Et il est évident que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux a fait la coïncidence avec la submergence de l'Union européenne dans la séquence la plus dure des épisodes de crise de l'histoire européenne. La grande récession, la crise des dettes souveraines, l'émergence des régimes libéraux, le Brexit, la crise migratoire, ce qu'on appelait la crise des réfugiés, et finalement la pandémie. Et toutes ces successions d'épisodes de crise a blessé les valeurs communes européennes et a nourri une émergence de ces plateformes réactionnaires qui menacent ces valeurs communes de l'Union européenne, y compris la radicalisation des plateformes racistes dans une variété des expressions. Antisémitisme, anti-gitanisme, ça veut dire anti-Roma community, anti-islamisme, anti-musulman, anti-étrangère, xénophobie, toutes ces formes de radicalisation, de rejet de la diversité, de haine de l'autre, de haine de la diversité, c'est à l'avis de la majorité qui respire pro-européen dans le Parlement européen, la négation de l'esprit européen, complètement contraire. Alors il faut être pas seulement attentif, mais surtout combattre contre toute forme de racisme. Ça veut dire, à mon avis, un double niveau de réponse. La réponse du droit pénal, le racisme, c'est un crime de haine. Ce n'est pas seulement un discours de haine, ce n'est pas seulement une attitude de haine, c'est une attitude de haine qui porte à un discours de haine, qui porte à un crime de haine. Ça doit être répondu avec le droit pénal européen. C'est une forme de criminalité transfrontalière sérieuse. Et le deuxième, c'est bien sûr le plan éducatif et culturel. Il faut être extrêmement vigilant sur les attitudes racistes
dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire et est-ce qu'on n'est pas trop timide? Je prends un exemple très, très concret, mais qui me touche. Moi, je suis gay, donc je suis horrifié de voir ces zones anti-LGBT en Pologne, l'attitude d'Orbán. Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Parce qu'on a l'impression que sur ce dossier-là, qui touche ce que vous venez d'évoquer vous-même, les valeurs européennes, que l'Union européenne n'arrive pas à imposer ses valeurs. Quels sont les moyens financiers ou de pression politique pour peser sur la Pologne et la Hongrie sur ce dossier bien précis? Le Parlement européen et particulièrement la commission que je préside, la commission de liberté publique, justice et intérieure, sont extrêmement actifs, extrêmement protagonistes. On a mis en œuvre l'article 7 de l'Union européenne, que c'est la procédure de sanction pour risque clair d'une violation grave des valeurs communes qui ont été consacrées dans l'article 2 du traité de l'Union européenne. Et on l'a mise en œuvre par rapport à la Pologne et par rapport à l'Hongrie. Deuxième, on a établi ce qu'on appelle les mécanismes, les cadres permanents des états de droit, droits fondamentaux et démocratie, qui sont liés dans le texte de l'article 2. 3. On a adopté une résolution depuis l'autre de condamnation de ce qu'on appelle l'idéologie de niement qui dénigre la communauté LGBTI, particulièrement en Pologne. On a fait du tout pour non pas seulement faire contact avec la sensibilité et les problèmes de la communauté LGBTI en Pologne, mais aussi pour protéger la dignité et pour supporter, pour appuyer la dignité de la communauté LGBTI en Pologne. Quand on a connu qu'il y a eu un réseau de communautés locaux en Pologne qui ont été appelés LGBTI Free Zones, on a établi que l'Union européenne, c'est une communauté libre pour les LGBTI, pour une option qui a été pour la large majorité des parlements européens. Au-delà de ça, on a soutenu des débats monographiques dans la commission Libé que je préside sur la situation de la discrimination LGBTI, pas seulement dans les pays qu'on peut appeler les usual suspects, Hungary and Poland, l'Hongrie et la Pologne, mais surtout les paysages de l'Union européenne, avec la coopération de l'Agence européenne des droits fondamentaux, Fundamental Rights Agency, qui est très actif, avec des rapports très spécifiques et bien documentés sur la situation de la communauté LGBTI en Pologne. Et bien sûr, on a aussi souligné qu'est-ce qu'on peut considérer ou retenir de bonnes pratiques à niveau comparé à l'Union européenne. Je suis très fier d'être le ministre de la Justice en Espagne qui a établi pour la première fois dans l'histoire l'Espagne comme un point de référence d'avancement dans la reconnaissance de la diversité, y compris le respect de la communauté LGBTI, avec les mariages égalitaires, avec la loi de reconnaissance de l'identité de genre dans les registres civils en Espagne, même sans besoin de chirurgie, avec tout un réseau de lois progressistes qui ont fait histoire dans ce chapitre spécifique qui fait la différence à niveau européen. En effet, l'Espagne a souvent été un modèle dans ce genre. Il y a quelques questions des gens qui nous regardent. Je vais donner la parole à Rosa Miguel. Rosa, por favor, su pregunta. Hola, gracias Alex. Gracias, señor López Aguilar, por estar hoy acompañándonos. A mí hay un asunto que me preocupa especialmente y no puedo evitar el sentirme concernida. Maintenant, je vais passer à
au français. Il y a une affaire ou une question qui me touche spécialement dans tout ce phénomène de l'immigration et des gens qui frappent à la porte de l'Union européenne. Et c'est l'histoire des menaces et des mineurs non accompagnés. Alors, je voudrais écouter de votre part une réflexion qui puisse calmer la peine que ça nous produit. Moi, je suis mère et je ne peux pas imaginer comment une mère dit au revoir ou même pas à son enfant, sa fille ou son garçon qui part sans laisser de coordonnées, et qui disparaît et qui puis après ne revient jamais ou qui n'appelle jamais. Alors ça doit être horrible. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène des mineurs non accompagnés. Je partage votre sensibilité et votre préoccupation. Je peux vous ajouter que la commission LIBE s'est occupée spécialement des situations des mineurs non accompagnés tout au long du parcours du débat qu'on a soutenu pour les dernières années sur la politique migratoire et la politique d'asile. Et bien sûr, on a fait les points dans des situations concrètes en soulignant que les mineurs sont les mineurs, qu'il y a des articles spécifiques dans la Charte européenne des droits fondamentaux qui s'occupent de la protection des mineurs et des principes de l'intérêt supérieur prévalant des mineurs, au-delà et au-dessous de n'importe quelle autre considération. Article 34, article 41, il y a une série de références juridiques qui rappellent en continuation et en permanence à la politique européenne que les mineurs doivent être protégés. Quoi qu'il en soit la situation et quoi qu'il en soit la façon dans laquelle ce mineur est placé sur la compétence dans l'État membre, y compris bien sûr la provenance irrégulière de l'entrée des mineurs. Je crois qu'en Espagne, il y a un exemple très chaud, très récent dans le temps. C'est la situation de la crise diplomatique qui a éclaté avec le Maroc, dont il y a eu un épisode d'entrée massif irrégulière des migrants par la frontière extérieure de l'Espagne et de l'Union européenne, qui est Ceuta. Et à continuation, c'était aussi le cas de Melilla, dans laquelle il y a eu une opération de retournement direct d'un contingent des adultes, mais en tout cas, on a essayé de faire la différence avec des mineurs accompagnés, avec une opération en continuation de redistribution dans des communautés autonomes qui ont la compétence protectionnelle sur les mineurs dans l'ensemble du territoire national. Alors, je partage absolument la sensibilité spéciale qui attire la minorité d'âge, la situation des mineurs particulièrement non accompagnés. Et au-delà, je voudrais ajouter une autre considération. On a, dans la commission que je préside, on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à le trafic d'êtres humains et à l'exploitation d'êtres humains victimes des réseaux de trafic d'êtres humains. Trafficking of human beings. Et on a lancé un mandat à la commission, dans un rapport dans lequel j'étais moi-même le rapporteur, d'identifier les victimes vulnérables des trafics illicites, y compris surtout les femmes et les mineurs, pour les mieux protéger, et dans tous les éléments de la chaîne. Tous les éléments en suivant de la chaîne, et surtout pour criminaliser dans tous les États membres de l'Union européenne
la consommation, l'exploitation ou l'emploi des personnes qui ont été victimes de trafic illicite, y compris bien sûr les femmes, qui sont souvent les victimes de prostitution forcée, et les mineurs, qui sont victimes de travail en conditions d'esclavage, absolument inacceptable du point de vue du droit européen. Il faut tout faire pour assurer que les États membres de l'Union européenne typifient comme un délit dans les codes criminels, dans les codes pénals de tous les États membres de l'Union européenne, l'emploi des mineurs ou l'exploitation des mineurs qui ont été victimes des raisons de trafic illicite. Parce que c'est ça la provenance fréquente, du point de vue statistique, de la présence des mineurs dans les territoires de l'Union européenne. Parfait, je vois que Rosa opine du chef. Ali Mbongo attend depuis un petit moment pour poser également une question. Si Ali veut prendre la parole, il a également une question, je crois. Ali, il faut que vous vous mettiez sur mute, ou que vous vous unmutiez. Non, Ali, il lève la main. Oui, voilà, allez-y. Je vous écoute. Ok, merci. En fait, bon, je suis Bongo Ali, comme vous l'avez dit, je suis réfugié en France. Donc, bon, je voulais vraiment parler à propos de l'immigration. C'est un sujet qui me porte au cœur. Et quand on voit des Africains je parle des Africains parce que vous avez évoqué le voie qui nous passons, moi aussi, je suis passé par l'une de ces voies où on a dû traverser l'océan pour arriver dans une île française qui est tout près de l'Afrique. Donc, c'est vraiment une voie très, très dangereuse, comme vous l'avez dit. Mais en fait, ce que je voulais dire, quand je suis arrivé en France, je me suis dit, mais qu'est-ce que l'Union européenne peut contribuer pour aider les Africains, les migrants africains qui sont, parce que bon, je suis réfugié, mais bon, réfugiés, migrants, dans la réalité, c'est comme si on est la même, donc on forme une même équipe dans la vie courante. Qu'est-ce que l'Union européenne préconise pour que les Africains, ces migrants qui sont ici, peuvent contribuer à la solution de l'immigration directement en Afrique? Parce que le problème est en Afrique. C'est là où les gens quittent parce que la situation est difficile, la vie est un peu compliquée. Ils prennent le risque d'abandonner leur propre personnalité. Imaginez quelqu'un qui a traversé le Sahara, qui est arrivé soit en Libye, soit en Tunisie, qui a vécu des atrocités et dans son être. Donc, il a été humilié, dans une situation très difficile, arrivé en Europe. Il se retrouve dans une situation là où il espérait avoir un peu de droit et se trouve dans une situation où les États ne veulent plus de lui, il faut décider, il est considéré comme un problème. Il quitte un pays où il dit, bon, moi, je vais aller là où je peux avoir un espoir pour trouver la solution à ma vie, espérer vivre mon rêve, revenir dans mon pays, peut-être, ou avoir des projets pour résoudre les problèmes dans mon pays. Mais il trouve que là où donc, il arrive, il espérait avoir des droits, donc il devient aussi un problème très sérieux. Psychologiquement, c'est un problème je vous assure que c'est vraiment un problème très, très sérieux. Quand on est dans un territoire, vous êtes dans un pays et que du coup, à chaque jour, vous vous demandez que je suis un problème dans ce pays, je suis un problème dans cette région. C'est un problème quotidien que nous vivons chaque jour, et ce n'est pas facile. Donc, on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, comme Africains, pour contribuer à résoudre certains problèmes en Afrique, parce que bon, on avait une idée peut-être de créer une sorte d'organisation comme mouvement qui pouvait peut-être rassembler les idées des Africains qui sont ici en Europe pour essayer de contribuer à résoudre quelques problèmes économiques qui sont là-bas, parce que bon, au moyen de ce que nous pouvons faire. Je voulais savoir qu'est-ce que l'Union européenne préconise pour que cette masse de l'immigration africaine qui est en Europe, oui, peuvent être utilisées pour être en avant dans la résolution des problèmes de l'immigration en Afrique. Je vous remercie, Ali Mbongo, de vos questions très sérieuses, vous l'avez dit, très complexes, très sensibles. Et ce n'est pas facile d'essayer une réponse courte
mais je vais essayer. Tout d'abord, l'Afrique est devenue la priorité stratégique absolue de l'Union européenne sur le point de vue de la politique extérieure et sur le point de vue de la politique intérieure pour ce qui concerne migration et asile. L'Afrique, c'est le défi de l'Union européenne. C'est les voisins énormes, avec une puissance démographique sans parangon dans l'histoire de l'humanité. L'Afrique a duplié la démographie dans les dernières 50 années et la projection, c'est la duplication de la démographie africaine dans les prochaines 30 années. Alors, c'est un défi majuscule pour l'Union européenne. L'Union européenne, je crois, qu'est devenue les partenaires de coopération d'aide humanitaire et développement les plus géantiques du globe, de la globalisation. C'est aussi vrai que l'Union européenne n'a jamais réussi à optimiser dans le point de vue politique tout ce déploiement des énergies d'investissement, de coopération au développement et d'aide humanitaire. Et une priorité, bien sûr, de ces stratégies, c'est d'agir en prévention des réseaux de trafic illicite dans des pays d'origine et dans des pays de transit. Vous l'avez référé, vous l'avez évoqué, les Sahara. C'est bien sûr que l'Atlantique et la Méditerranée peuvent devenir, et ils sont devenus en fait, des cimetières massifs d'êtres humains qui ont perdu leur vie dans le temps d'y réussir à arriver sur le sol européen. Mais c'est aussi vrai que les Sahara, c'est elle aussi, le désert de Sahara, c'est elle aussi un cimetière massif d'êtres humains qui essayent de s'approcher à l'Europe et qui ne réussissent pas. Et tout dans les mains des organisations criminelles de trafic d'êtres humains. Et bien sûr, il y a un contingent, un pourcentage de toutes ces personnes qui échappent de la persécution, pas seulement de la misère, de la persécution. Et c'est pour cela qu'une fois qu'ils sont dans le territoire européen, il y a un pourcentage qui peut réussir à obtenir le statut de réfugié, comme c'est votre cas, et je me félicite qu'il y a bien sûr un niveau de protection dans l'Union européenne pour des réfugiés qui proviennent des continents africains. Mais c'est aussi vrai que c'est une minorité. C'est une minorité. La plupart ont une extrême difficulté pour avérer la situation de protection de provenance. Et la plupart, je dirais en plus, ne réussissent pas à y arriver. Parce qu'il y a des situations d'exploitation et de violations massives des droits humains dans des pays qui sont dans la frontière, dans les limites des frontières extérieures des continents africains. C'est le cas de la Libye, dont les violations des droits humains sont massives et terrifiantes. Alors que les défis pour l'Union européenne d'agir mieux, de faire mieux dans le continent africain, c'est un défi d'absolue priorité, à mon avis. D'absolue priorité, à mon avis. Et j'espère tout simplement que l'Union européenne réussira plus tôt que tard à ouvrir des couloirs humanitaires et des voies régulières et légales d'entrée en Europe. Pour ceux qui désespèrent de la situation de persécution dans laquelle ils proviennent, il nous faut établir des voies légales, des voies régulières, parce que dans le manque de voies régulières, il y aura toujours un contingent prêt à tout, à risquer leur vie
et à perdre la vie des êtres les plus aimés, les familles, les enfants, d'être les plus aimés dans l'attente d'échapper de la desperation. Il faut que l'Union européenne change les regards en origine, en transit, et surtout qu'il soit capable d'ouvrir des voies régulières et de procurer des voies régulières et légales d'entrée dans l'Union européenne, surtout pour ceux qui proviennent de la désespération des continents africains. Merci beaucoup, Seigneur Lopez Aguilar. On a compris à votre passion, la façon dont vous parlez, que c'est un thème pour lequel vous vous battez et qui constitue donc votre engagement. Et merci pour le travail que vous faites. Merci surtout de nous avoir trouvé 1 heure pour répondre, 1 heure et un peu plus pour répondre aux questions. Je trouvais que les 2 questions à la fin résumaient bien les 2 thèmes aujourd'hui, à la fois l'immigration et le racisme. Merci en tout cas, gracias a usted, Señor. Merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé ce débat et qui nous ont regardés. Vous pouvez re-regarder si vous voulez. Je crois que nos débats vont être retransmis à partir de demain sur YouTube. Voilà, donc c'était un plaisir d'animer ce débat et je vous dis gracias a ustedes, merci et au revoir. Merci Alex, merci à tout le monde. Merci à chacun et chacune d'entre vous qui avez suivi cet entretien. C'était mon plaisir. J'espère seulement que j'ai réussi à être en quelque façon d'utilité pour les propos de ces rencontres. Permettez-moi de vous dire que vous avez été parfait. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a Alex. Me permito despedir por una cuestión de edad. Gracias, muchísimas gracias. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée à tous et à toutes. OK. Au revoir. Gracias.